L'espèce fabulatrice n'est pas un livre fiable sur le comportement animal, mais c'est un livre qui ouvre un vrai débat sur la manière dont l'humain se fabrique par le récit. Nancy Houston montre que nous imaginons notre naissance, notre histoire, notre identité, et que cette capacité à fictionner est à la fois notre force et notre péril. Découvrons tout de suite ces mots avec le chapitre 2, Moi, fiction. Mon prénom. C'est la première fiction. Comme le romancier avec le nom de ses protagonistes, les parents, auteurs de nos jours, hésitent parfois jusqu'à la dernière minute sur le nom à donner à leur enfant. Une fois ce nom donné, il devient réalité. De Rechef, aucune contradiction entre réalité et fiction. La fiction, c'est le réel humain. L'acte d'enregistrement à la mairie ressemble à la publication du livre. Les dés sont jetés, c'est irrémédiable. Le 15 septembre 1953, j'aurais encore pu m'appeler Alice. À partir du 16, je m'appelle Nancy. Vraiment. N'ayant que quelques heures d'âge, je ne le sais pas, ne le comprends pas encore, n'ai pas encore de moi pour le comprendre, mais petit à petit, ces sons vont s'imprimer dans mon cerveau, se cristalliser dans mon esprit, disons-nous plus poétiquement, et contribuer à créer mon moi. Nous n'avons pas de nom. Nous recevons un nom qui, avant d'échouer sur nous, a été rempli de sens. Auparavant, il appartenait à un saint, à un aïeul, à la dédicataire d'une chanson célèbre, à un personnage de roman ou d'opéra ou de série télévisée. Par définition, il nous vient d'ailleurs, d'avant, d'une autre. Nous entrons dans la vie par un lien au passé. Les parents n'ont pas le droit d'inventer de toutes pièces les prénoms de leurs enfants. Mes parents n'auraient pas pu m'appeler Bziyingak. Le prénom est un excellent exemple de l'arbitraire qui se transforme en nécessité, de la fiction qui façonne le réel. Même s'il est évident que notre prénom aurait pu être autre, il est ce qu'il est, et on ne peut faire comme s'il nous était indifférent. Tous les mots ayant la même lettre initiale que lui ou rimant avec lui seront fortement marqués dans notre esprit. Je sursaute chaque fois qu'on hèle un taxi dans la rue. Va pour Nancy, petit nom de ma grand-mère maternelle, et pour Louise, deuxième prénom de ma grand-mère paternelle. Chacune de ces dames tenait son prénom d'une autre, qui le tenait d'une autre encore, et ainsi de suite. Nous voilà magiquement reliés de décennie en décennie et de siècle en siècle par de petits clignotements de sens fictifs. Pas plus que Rome, le « je » n'est construit en un jour. Bien que doté maintenant d'un prénom, il me reste énormément de choses à apprendre avant de pouvoir dire « je » en connaissance de cause. Mon patronyme. Bientôt, j'apprendrai aussi mon nom de famille, celui qui me lie précisément aux autres membres de ma famille et qui me vient de mon père. Le nom de famille de ma mère, tout aussi valable ou aussi peu valable, sera jeté aux oubliettes. C'est ainsi que procède notre civilisation depuis quelques siècles. Ailleurs, on procède autrement, par de savantes combinaisons de patronymes et de matronymes. Il s'agit dans tous les cas d'une convention, d'une commodité. Imaginez s'il fallait réciter les noms de tous nos ancêtres, les présentations seraient interminables. Notre nom serait légion comme celui du diable. Il faut simplifier. Ainsi, chez nous, 2 noms, prénoms et patronymes. En Russie, 3. L'essentiel, c'est de choisir. Quel que soit le contenu du choix, on l'entérinera comme une nécessité. Va pour Houston, un nom comme un autre, venu d'Irlande avec mes ancêtres du côté paternel. Nom à l'orthographe flottante, comme souvent dans les populations majoritairement illettrées, Houston, Weston, etc. Étymologie probable, Hughes-Town, la ville de Hugues. Mais qu'est-ce que ce Hugues? Qu'est-ce que Montaigu, s'indigne Juliette, amoureuse de Roméo? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un visage, ni aucune de ces parties qui appartiennent à un homme. Que met ce satané Hugues d'antan pour que je doive m'appeler comme lui depuis le jour de ma naissance jusqu'à celui de ma mort? À moins de prendre le nom de mon époux, auquel cas je m'appellerais, ô fiction sublime,
Todorov, c'est-à-dire don de Dieu. Peu importe. L'important, c'est d'en avoir un nom, de se sentir par lui lié à ses géniteurs. Ce qui est le cas, ici comme partout. Si j'avais été abandonnée à la naissance et élevée dans une autre famille, j'aurais porté le patronyme de cette famille-là. Simpson, par exemple. Simpson aurait fait partie de mon identité aussi fortement que le Houston que, de fait, je porte. Si ça se trouve, il aurait eu une particule, Madame de Simpson. J'aurais pu en tirer de la fierté, sans parler d'un titre, Madame la marquise de Simpson. Le nom de Houston me contraindra, entre autres, à ne pas copuler avec d'autres Houston de mon entourage, membres de ma famille la plus proche. Structure élémentaire de la parenté. Ainsi commencera la circulation des femmes et des mots, c'est-à-dire des récits, circulation qui permet de renforcer les liens entre groupes humains. Nous n'avons pas de nom réel, un nom qui serait vraiment nous. Nous habitons notre nom, ou plutôt, nous apprenons à l'habiter. Je m'appelle bel et bien Nancy Houston, c'est ainsi, ça aurait pu être autrement. Les noms, tous des pseudos, Romain Gary. Ma date de naissance. Seuls les êtres humains mesurent le temps. Dans l'éternité de l'univers, pas de date. La date de ma naissance repose sur une autre série de conventions humaines. En raison de la domination de l'Église romaine il y a 15 siècles, il a été décidé en haut lieu que la naissance d'un certain Jésus marquerait l'an 0. Il se trouve que je suis sortie du ventre de ma mère 1953 ans après que ce Jésus est sorti du ventre de la sienne. Mais d'après le calendrier hébraïque, je suis née dans une autre année. D'après le calendrier musulman, une autre encore, etc. Et si je parviens à sauver l'humanité, peut-être dira-t-on un jour de Jésus qu'il est né en 1953 avant NH. Nancy Houston. Mon lieu de naissance. Je puis réciter, comme s'amusent à le faire les enfants, l'emboîtement des lieux les uns dans les autres, et déclarer fièrement « Je suis né dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta, dans le pays du Canada, dans le continent d'Amérique du Nord, sur la planète Terre, dans la galaxie de la Voie lactée. » Mais tous ces noms sont eux aussi des façons de parler. Calgary veut dire « clair ruisseau ». La Voie lactée n'est ni une voie ni lactée. Et ont eux aussi une histoire. Une histoire pas bien longue en l'occurrence. Un petit siècle avant ma naissance, Calgary et Alberta n'existaient pas. Le 49e parallèle marquant la frontière sud du Canada n'avait pas encore été tracé, et ces régions portaient d'autres noms donnés par leurs habitants d'alors. Les tribus indiennes, fiction là encore de les appeler indiennes, colons ayant cru se diriger vers les Indes. Les noms de votre pays, ville, continent, à vous, sont plus anciens, dites-vous? Et alors, cela vous confère peut-être une supériorité sur moi? Ils n'en sont pas moins l'effet de fiction, car advenus à un moment précis de l'histoire. Aux yeux de l'éternité, 2000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans après, c'est kiff-kiff. Il se trouve que les tribus Blackfoot, Cré, Gros Ventre, etc., ne contestent pas actuellement notre décision d'appeler cette région l'Alberta, en l'honneur de je ne sais plus quelle princesse britannique. Les voix de la raison, le droit divin, les représentants de la reine d'Angleterre, au choix, ont décidé que l'homme blanc pouvait parquer les indigènes dans des réserves et s'installer dans cette région et lui donner un nouveau nom. Cela n'en fait pas une réalité anhistorique et naturelle. Dans d'autres parties du monde, au Moyen-Orient par exemple, on se tue tous les jours pour ce genre de décision. Mes ancêtres ont vécu ici il y a 50 ans. Oui, mais les miens ont vécu ici il y a 2000 ans. D'après le cadastre d'Abraham, nous avons le droit de vivre ici. Nous, notre Dieu a décrété que le pays était à nous. Pour investir de sens les toponymes, il faut savoir à quelles histoires ils renvoient, quels liens ils supposent et imposent. Il faut ensuite les assumer. À vrai dire, les bébés humains n'habitent pas non plus un pays. Toute petite, je n'habitais ni Calgary, ni le Canada. C'est seulement peu à peu que j'ai capté et conceptualisé les cercles concentriques dont mon cerveau pensant était le foyer. Corps, licage, chambre, tout au plus maison. Mais j'ignorais encore tout du monde alentour. À partir de l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants humains apprennent à se reconnaître aussi dans leur quartier, village ou ville, pays, et en être fiers.
Dans mon cas, l'acquisition de cette fierté a été malaisée car ma famille déménageait sans arrêt, zigzagant à travers le continent depuis l'Alberta jusqu'à l'Ontario en passant par le Texas, revenant dans l'Alberta pour finalement échouer dans le New Hampshire, à 3000 kilomètres de là. De quoi pouvais-je être fier quand je me trouvais tous les 2 ou 3 ans dans une école différente et devais faire mes preuves en tant que nouvel élève? Ce n'était pas évident, mais je m'en félicite aujourd'hui, car m'habituant ainsi à me mettre à la place des autres, à voir le monde à travers leurs yeux, en plus des miens, à changer constamment de point de vue, je me suis rodée pour le métier de romancière. De quoi suis-je convaincue encore au sujet de mon identité? Ma généalogie? Que je suis la fille d'une telle et d'un tel? Indiscutablement, je suis de ces deux individus-là, le croisement chromosomique. Mais ce n'est pas cela, ou en tout cas pas essentiellement cela, qui fait de mes parents, car là encore, avec ces mêmes empreintes génétiques, cette même structure ADN, j'aurais pu être adoptée par un couple des îles trop brillants, et mes convictions au sujet de mon identité eussent été tout autres. Non, ces deux-là sont mes parents essentiellement parce que, les premiers, ils m'ont parlé. Grâce à eux, j'ai entendu et engrangé un certain nombre d'histoires au sujet de ma famille, de ma lignée. Histoires qui ont pénétré jusqu'au tréfonds de ma conscience et m'ont fait ce que je suis. Mon sexe. Ha ha ha, laissez-moi rire. Je suis de sexe femelle, c'est indubitable. Mais entre nous, il n'y a pas de quoi faire tout un tintouin. Pour le meilleur et pour le pire, le propre de notre espèce est de faire de tout un tintouin. Ma religion. Les religions sont une des principales sources des fables reliant les gens entre eux. Mon père ayant grandi dans une famille méthodiste et ma mère dans une famille presbytérienne, ils ont décidé de faire un compromis. Leurs 3 enfants ont donc été baptisés dans encore une autre église, l'unitarienne. Après leur divorce, mon père a épousé une catholique, deuxième compromis, rebaptême des 3 enfants, cette fois à l'église anglicane. Quelques années après ma première communion, j'ai suivi un cours de philosophie et perdu la foi. Plus tard, mon père s'est converti au bouddhisme. Ses autres enfants ont suivi chacun une voie spirituelle différente, etc. Par chance, il m'a été donné de comprendre très tôt le caractère fictif de l'appartenance religieuse. Ma race, mon appartenance ethnique. Voyons, je suis un mélange comme tout le monde. Mes ancêtres sont venus au Canada d'un peu partout en Europe, notamment de pays qui étaient ennemis entre eux, l'Écosse et l'Irlande, l'Angleterre et l'Allemagne. Les messieurs, en arrivant au Nouveau Monde, ont très probablement fricoté avec quelques indiennes. Et oui, malgré leurs tentatives désespérées pour bien gérer cette affaire, les humains ont tendance à copuler à tort et à travers et à faire des enfants d'eux-mêmes. La pureté du sang est une des fictions les plus puissantes et les plus pernicieuses qui soient. Ma peau est ce que, par une approximation douteuse, l'on appelle blanche. Du coup, nolens volens. Mon histoire est indissociablement liée à celle des Blancs de par le monde. Je le sentirai de façon désagréable et dans l'impuissance la plus totale chaque fois que je me baladerai à Harlem, États-Unis, au Diamant, Martinique ou à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ma langue. L'allemand et le gaélique de mes arrière-grands-parents ayant été éliminés du tableau, melting pot oblige, je n'apprendrai dans un premier temps que la langue anglaise, dans sa version canadienne milieu du XXe siècle, qui était la résultante d'innombrables compromis entre les versions britanniques, américaines, écossaises, aristocrates, cockney, etc., dont chacune était déjà la résultante d'apports nombreux et variés au cours des siècles, influence latine, grecque, saxonne, celte. Or, cette langue me marquera de façon indélébile. Non, ce n'est pas assez de dire qu'elle me marquera. Elle me formera, rodant les circuits de l'hémisphère gauche de mon cerveau, là où pour le reste de ma vie seront élaborées les idées, opinions, perceptions et jugements verbaux que je considérerai comme mon moi. À l'âge de 6 ans, je ferai un séjour de quelques mois en Allemagne et apprendrai l'allemand. Ensuite, tout au long de ma scolarité canadienne, j'apprendrai le français. Car, en raison des rivalités coloniales non résolues entre la France et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, mon pays est partiellement francophone. Ces langues étrangères, le français et l'allemand, de même que des bribes d'italien, d'espagnol et de portugais, au lieu d'être concentrées à gauche comme la langue maternelle, seront bilatéralisées, c'est-à-dire distribuées sur les deux hémisphères de mon cerveau. Acquises après l'apprentissage de la propreté, elles ne seront liées à aucun tabou intériorisé.
C'est pourquoi leurs jurons me paraîtront simplement pittoresques et ne me frapperont pas comme le font les jurons de la langue française en pleine figure. Parler une ou plusieurs langues étrangères anéantit la fausse évidence de la langue maternelle et vous aide à la percevoir pour ce qu'elle est, une prise sur le réel parmi d'autres. Mon métier. C'est en écrivant que l'on devient écrevisse, disait Alphonse Allais. C'est le faire qui fait l'être. En effet, je suis écrivaine parce que j'écris. Si je tombe malade et ne peux plus écrire, si je prends ma retraite, je deviens quoi? Un acteur qui ne trouve pas de travail, un ouvrier qui est licencié, ils deviennent quoi? Le dogme marxiste selon lequel les êtres humains doivent leur identité à leur activité économique ouvre de nouvelles possibilités d'existence fictive et cohérente. Et quand ces activités s'effondrent, de nouvelles possibilités de folie. Plus le texte d'un rôle est déterminé d'avance, prescrit de l'extérieur, figé, plus ceux qui l'endossent sont tenus de porter le costume du rôle. Ainsi, soldat, pape, évêque, juge, pute, etc. C.F. Genet, Le Balcon, l'écrivain qui invente son texte au fur et à mesure n'a pas de costume particulier. Mais diplôme, prix, décoration. Ah oui, bien sûr, très joli, très clinquant. Et quoi encore? Autant d'accoutrements que l'on accroche sur ce personnage que l'on appelle moi, pour qu'il puisse bomber le torse en sortant sur la scène du monde. Mon affiliation politique? Voyons, je peux la signifier en accrochant à ma fenêtre le drapeau français ou canadien ou québécois, en collant sur le pare-choc de ma voiture une affichette avec un poing qui tient une rose, en portant un kéfier palestinien, une écharpe rouge, une croix de Lorraine, un t-shirt à l'effigie de Jean-Marie Le Pen. Voilà qui me rassurera et vous renseignera quant à mon identité sur ce plan-là. Encore des fictions éminemment utiles et efficaces qui, comme les religions, confèrent forme et sens à notre vie. Et voilà, je ne puis prononcer un seul mot à mon sujet sans entraîner l'infini bagage de l'histoire mondiale. J'ai terminé de remplir mon formulaire et il est vide. Bonjour, je suis Sabrina de la chaîne littéraire Saban Live. Aujourd'hui, on parle de L'espèce fabulatrice de Nancy Houston, paru en 2008 chez Actes Sud dans la collection Babel. Et je vais être honnête, je ne peux même pas vous dire si j'ai adoré ou pas adoré ce livre. Ce n'est pas vraiment la question. Ce que je peux dire en revanche, c'est depuis qu'on me l'a offert, il me travaille, il m'interroge. Et il interroge aussi les gens autour de moi parce que je n'arrête pas de partager ce que j'ai cru comprendre. Et chacun, avec son prisme, ses connaissances, ses intuitions, vient nourrir la discussion. C'est peut-être ça, au fond, la vraie réussite du livre. Il ouvre un espace où le débat continue, même quand on l'a refermé. Le livre date de 2008, et ça s'entend. Certaines pages ont pris un coup de vieux, surtout quand Houston parle des animaux. Mais d'autres, au contraire, n'ont pas bougé d'un millimètre. Lire L'espèce fabulatrice aujourd'hui, c'est écouter une pensée qui reste vive, même si le décor scientifique autour d'elle a changé. Très tôt, Houston affirme que seuls les êtres humains mesurent le temps. Alors oui, si on parle de calendrier, d'anniversaire, de date de naissance, c'est vrai. Aucun chimpanzé ne célèbre ses 30 ans, aucun oiseau ne fête le retour du printemps. Mais dès qu'on parle du temps vécu, du temps ressenti, là, la frontière se fissure. On sait aujourd'hui que les animaux anticipent, mémorisent, attendent, reviennent au bon moment. Les oiseaux migrateurs partent chaque année à la même période sans calendrier mural. Les chimpanzés savent combien de temps un fruit met à mûrir et reviennent exactement quand il faut. Les rats, dans des expériences très simples, distinguent 10 secondes de 40 secondes. Bref, ils n'ont pas de calendrier, mais ils ont une temporalité. Et ça, en 2008, on ne le voyait pas encore aussi clairement. Même chose, quand Houston écrit que les animaux endurent naissance et mort sans savoir qu'ils sont nés ni qu'ils mourront. Aujourd'hui, cette frontière paraît trop nette, trop humaine. On a observé des orques organiser de véritables cérémonies autour d'un petit mort, le porter pendant des jours, parfois des semaines. On a vu des éléphants revenir toucher les os des leurs encore et encore comme s'ils reconnaissaient quelque chose ou quelqu'un. La mort n'est pas un concept philosophique pour eux, mais elle n'est pas invisible non plus. Et c'est ma fille qui m'a alertée sur ce point, parce qu'ayant étudié l'éthologie,
Elle n'était pas d'accord avec certaines affirmations de l'autrice. Je me suis donc renseignée et j'ai vu effectivement quel bond nous avions fait entre 2008 et 2026. Mais encore une fois, ce n'est pas là que le livre est le plus intéressant et ce n'est pas là-dessus qu'il faut le juger. Parce que dès qu'elle parle de nous, de notre manière de vivre dans des récits, Houston devient particulièrement juste. Elle rappelle que même notre date de naissance est une fiction collective. Page 40, elle écrit « La date de ma naissance repose sur une série de conventions humaines et elle imagine un futur où l'on dirait que Jésus est né en 1953 avant Nancy Houston. » Référence au premier chapitre que je vous ai lu. C'est drôle, mais surtout c'est précis. Le temps n'est pas une donnée naturelle, c'est un accord narratif. Et ce n'est qu'un début. Elle montre que l'histoire elle-même est un récit. 70 pays, 70 versions de la découverte de l'Amérique. Les faits ne changent pas, mais les récits, eux, changent tout. Il suffit d'ouvrir 2 manuels scolaires pour le voir. Selon l'éditeur, l'histoire n'a pas la même couleur, 2 livres, 2 récits, 2 visions du monde. Même les cartes, rappelle Christian Grattalou, sont des fictions dessinées. Pourquoi l'Europe est-elle au centre? Pourquoi le Nord en haut? Parce que quelqu'un un jour a décidé que c'était ainsi. Certainement une idée très politique. Et nous avons appris cette carte comme si elle était naturelle. Revenons à Houston. Plus tard, elle parle des fables qui nous tiennent debout. Elle cite Jean Améré, rescapé des camps, et écrit « Ceux qui croyaient en Dieu ou en la Révolution s'en sortaient mieux que les intellectuels désillusionnés. » Et elle conclut « Les fariboles sont précieuses, miraculeuses. » Mais elle ajoute aussi « Les fariboles sont terrifiantes. Elles permettent d'ouvrir le gaz pour exterminer nos semblables. » Voilà toute la force du livre. Les fictions nous sauvent et les fictions nous détruisent. Et c'est pour ça qu'elle en arrive à cette idée forte. Le danger, ce n'est pas la fiction. Le danger, c'est la fiction unique, celle qui se prend pour la vérité, celle qui interdit les autres. Elle cite Danilokis. « Une multitude de livres n'est jamais dangereuse, mais un livre seul est dangereux. » Alors elle propose quelque chose de simple, presque naïf, mais essentiel. Traduire, publier, diffuser les chefs-d'œuvre au monde entier. Diffuser les chefs-d'œuvre du monde entier. Faire circuler les récits. Désamorcer les archétextes par la pluralité. Parce que, écrit-elle, le terrorisme n'est ni plus ni moins que le résultat de mauvaises fictions. Et au fond, tout le livre converge vers cette idée. Nous ne pouvons pas sortir de la fiction, elle est notre condition. Mais nous pouvons choisir les bonnes, celles qui élargissent le monde au lieu de le rétrécir, celles qui nous rendent plus humains, pas plus dangereux. Houston écrit « Par la littérature, il nous est loisible d'expérimenter la part du divin qui se trouve en chacun de nous. » Alors oui, on commence par la fiction, on traverse la fiction et on revient à la fiction. Mais ce retour n'est pas un cercle fermé, c'est une spirale. On revient au même point, mais plus haut, plus lucide, plus libre. Et peut-être que finalement, si ce livre me travaille autant, c'est parce que je l'ai lu à ma manière, sans m'attarder sur ce que Houston a vécu à Fleury-Mérogis. Je savais que l'espèce fabulatrice venait d'un atelier d'écriture en prison, mais je n'ai pas trouvé utile de m'y appesantir. Ce n'est pas que ce contexte soit sans importance, c'est qu'il n'est pas le cœur du livre. Houston ne raconte pas la prison, elle raconte ce que la prison lui a révélé, que certains récits sauvent et que d'autres détruisent. Alors oui, peut-être que j'ai été parasitée par les passages datés sur les animaux, par les comparaisons éthologiques qui ne tiennent plus, peut-être que ces erreurs ont brouillé ma lecture, mais elles ne m'ont pas empêché de saisir l'essentiel. Parce que même sans m'attarder sur l'origine carcérale du texte, même en butant sur ce qui a vieilli, j'ai compris ce que Houston cherche à dire. Enfin, je crois avoir compris ce que Houston cherche à dire. Que nous sommes des êtres de fiction, que nous nous inventons pour tenir debout, que les histoires que nous nous racontons peuvent nous sauver ou nous perdre. Et c'est peut-être ça la vraie force de ce livre. Ce n'est pas un livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un livre qui ouvre un espace, un livre qui déclenche des conversations, un livre qui continue de vivre dans les débats qu'il provoque, dans les questions qu'il laisse derrière lui, dans les récits qu'il réveille chez chacun.
Alors non, je ne suis pas passée à côté du livre. Je l'ai lu avec mes outils, mes connaissances, mes agacements, mes émerveillements. Je l'ai lu avec 2026 dans la tête, pas 2008. Et c'est ainsi, parce qu'au fond, c'est exactement ce que Houston dit. Nous sommes des animaux qui se racontent. Et chaque lecture, chaque interprétation, chaque malentendu même, fait partie de cette grande fabrique de récits qui nous permet d'exister. Et peut-être que c'est ça, la meilleure preuve que son livre fonctionne encore. Il continue de produire du récit, il continue de produire du sens, il continue de produire du vivant, il continue de produire de la réflexion, de l'analyse et du débat. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette analyse t'a plu, intéressé ou interpellé, si tu veux en entendre davantage ou découvrir d'autres livres, n'hésite pas. Abonne-toi et à très vite pour de nouvelles discussions.